Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôt sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. Bonjour à tous, Tête à Clash numéro 41 commence. C'est quand même l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux, je vais y arriver. Et alors, il y a une chose qui me semble importante, c'est la santé, et que vous nous regardiez. Voilà, vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Je pense que la santé d'abord. Et parlez de l'émission autour de vous. Alors, cette émission, il y a 4 invités. Le premier s'appelle Jean-Paul Chériguez des Olmeta. Il est chroniqueur et Montmartrois. Donc un Parisien du cœur de Paris. Pas forcément. De la commune libre. Non, oui. Je suis Montmartrois, je suis pas parisien. Oui, c'est ça, ok. On voit les nuances, c'est pas mal. Ça commence bien. Christine Tazin est à ma droite. Elle est en rouge, comme d'habitude. C'est son côté gauchiste. Hein. Bien sûr, hein, assuré. On est d'accord. Vous êtes présidente de Résistance républicaine et professeur de français. De lettres classiques. De lettres classiques. Ça nous sera bien utile pour la première partie du Vous débat. avez un cahier jaune, hein? Bien sûr. Oui, mais un stylo rouge. Hein. Gilet jaune. Gilet jaune, ok, très bien. Bien, Patrick Mignon est à ma gauche. Bonjour. Bonjour, vous êtes vice-président de Debout la France. C'est cela. Et c'est votre première fois ici. Absolument. Merci beaucoup de votre présence. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et Tariq Dali, vous êtes là. Vous, c'est votre 2e ou 3e fois, je ne sais plus. Et vous êtes conseiller en communication. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et également porte-parole de la droite libre. Entre autres choses. La droite libre. Un think tank qui a été classé par le Figaro la semaine dernière. À droite dure. Voilà. Ok, enfin vous avez été cité dans le Figaro. C'est bien, oui. Hein, très bien. Okay. Je te bats parce que moi on me traite dans l'extrême droite. Alors, Ah, la gauchiste que je suis. Oui, il y a des nuances entre eux. Hein. Bon, allez. Sujet numéro 1. Alors, le sujet numéro 1, c'est ça. C'est ce document de 5 pages écrit par le président de la République et on imagine une aide du gouvernement et de ses conseillers. C'est cette lettre qui commence par « Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes » et qui se termine, et ça je vous invite à aller la voir, elle se termine avant la signature du président de la République par « En confiance ». Et donc, dans cette lettre, il y a plusieurs sujets qui sont abordés, qui sont en fait une lettre qui est destinée à cadrer le débat qui s'annonce, qui est la voie de sortie qu'emprunte le président de la République, on va voir avec quel succès, pour sortir des manifestations des Gilets jaunes et mettre le débat sur la place publique et qu'il ne soit pas juste circonscrit à des manifestations. Bien, moi, je voudrais savoir, messieurs, madame, ce que vous en pensez. J'imagine que vous l'avez lu. Non. Hein? On a fait des efforts. Il y en a un qui n'a pas fait ses devoirs, ça commence mal. Nous avons fait des efforts surhumains, mais je dois dire que si je l'ai parcouru, c'est parce que vous m'aviez invité pour aujourd'hui. Très bien. Alors, Tariq, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que d'abord, c'est sur le fond, qu'est-ce que c'est ça, un débat? La démocratie, c'est le débat. Est-ce qu'on est obligé de passer 2 mois devant des manifestations de gens qui n'en peuvent plus pour dire, finalement, on va discuter? Et quand on dit on va discuter, on va discuter de ceux dont j'ai décidé qu'on allait discuter. C'est exactement ça. Et quand on dit on va discuter de ceux dont j'ai décidé qu'on allait discuter, on va vous orienter les questions. Je prends un seul exemple. Je dis, est-ce qu'il faut... on dit par exemple, faut-il réduire le nombre d'élus? Et dans quelle proportion? Pourquoi faut-il réduire le nombre d'élus? Le nombre de parlementaires, pardon, justement. Oui. Autre catégorie d'élus. Parce qu'on a décidé qu'il fallait supprimer des députés, mais c'est vachement dangereux. Donc voilà, par définition, déjà, je suis contre cette question. Après, vous avez une autre question. Faut-il reconnaître le vote blanc? Faut-il rendre le vote obligatoire? Là, vous êtes dans la partie qui est sur la partie démocratie, citoyenneté. Voilà. Faut-il rendre le vote obligatoire? Les gilets jaunes ont commencé à rouspéter en disant « on veut qu'on nous foute la paix », comme disait Pompidou, arrêtez de nous emmerder, et on veut vivre de notre travail. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On va vous imposer encore quelque chose. Si maintenant, j'ai même plus le droit de refuser de voter parce que les candidats sont nuls, je suis d'accord avec vous. Oui, mais pardon, Tariq Dali, il y a eu également, parmi les revendications, une nouvelle revendication des Gilets jaunes, la reconnaissance du vote blanc.
Alors la reconnaissance Donc, du vote blanc. c'est une des Parlons-en de la questions qui est posée reconnaissance. par le président. Parlons-en de la reconnaissance du vote blanc. Donc ça veut dire que si je refais l'élection de 2017, Monsieur Macron va avoir 43% des inscrits, mais il sera arrivé en tête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on rendra le vote obligatoire. Ça veut dire qu'il y aura 90-95% de participation. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas voulu voter, ben, ils voteront blanc. Et ça veut dire que Macron sera élu quand même parce qu'il sera arrivé en tête avec 45%. Puisqu'au second tour, la majorité relative suffit. Alors moi, je veux bien. Si on dit, si on dit qu'il faut que si on dit que la majorité doit être absolue au second tour aussi, peut-être effectivement à ce moment-là, on vote une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Par rapport ça sert à quoi? La prise en compte du vote blanc, c'est le faire apparaître dans le hit-parade en disant que... Et au bout du compte, ça sert à quoi? C'est une question. Ça sert à quoi? Moi, je suis désolé, le vote blanc, je suis ni pour ni contre, je m'en fiche. Moi, en général, quand un candidat me plaît pas, je vais pas voter. Mais Bah oui. voilà. Alors, Patrick, c'est bien, on noie le poisson, on noie le poisson. C'est pour éviter ça. Nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'effectivement, on a proposé. Donc là, vous parlez au nom de Debout la France, et notamment dans les propositions de Nicolas Dupont-Aignan à la dernière présidentielle 2017, on avait le vote blanc dans le projet, mais il est assorti d'une condition. C'est que si le nombre de votants, de bulletins blancs dépasse 50%, l'élection est invalidée, c'est un quorum. Ce qui veut dire qu'avec une élection invalidée, on recommence, ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que les candidats qui n'ont pas été jugés satisfaisants, puisqu'ils ont généré plus de 50% de vote blanc, n'ont plus le droit de se présenter. Et du coup, là, les électeurs se retrouvent face à un choix. Est-ce qu'on enlève, c'est-à-dire c'est le fameux dégagisme, ceux qui sont dans le panel et dont on ne veut pas, ou est-ce que finalement on se motive? Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans ce cas présent, plutôt que d'être abstentionniste? C'est-à-dire, pardon, alors je vais essayer de comprendre ce que vous me dites. Dernière présidentielle, je ne sais plus combien, 15, 16 candidats. 11 candidats, très bien. 11 candidats, premier tour et deuxième tour, la finale. Il y a premier tour. Premier tour. Si dès donc le premier... on élimine tout le monde. Ben oui, forcément. Parce que ça veut dire que sur 11 candidats, les partis ou les candidats ne sont pas jugés satisfaisants pour le corps électoral s'il y a plus de 50% de vote blanc. C'est-à-dire des gens qui se déplacent, qui font l'effort d'aller voter. On refait l'élection tout de suite. Et on refait une campagne. Moi, je veux bien. Je suis navré. On refait une campagne. Et derrière, alors bon, je suis pas constitutionnaliste. On va pas non plus développer pendant, je pense, 1 heure tout le débat là-dessus. Mais si vous avez plus de 50% des gens qui ne veulent pas, on s'arrête. Et ça veut dire, on va pas représenter les 11 mêmes. Sinon, va de nouveau y avoir 50%. J'attends de voir. Je vais vous titiller. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Patrick Mignon, ça veut dire qu'en fait, Nicolas Dupont-Aignan est éliminé et que vous prenez sa place au deuxième round non, pas en tant forcément. que vice-président. Mais ce serait ça que ça voudrait dire concrètement pour Debout la France. C'est ça que ça voudrait dire. Ça voudrait le dire aussi pour Macron. Ça aurait peut-être évité ça certaines choses. Pour Macron, pour Marine Le Pen. Vous croyez que c'est cette acception-là qui est prise dans la proposition? Je n'y crois pas une seconde. Pas pour lui. Oui, mais c'est intéressant. Et en plus, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on veut rendre le vote obligatoire. Il nous reste de moins en moins de liberté. Il y a de plus en plus, le pays est de plus en plus écrasé par des lois, des réglementations. Tout ce qui est obligatoire, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire, et tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. Donc c'est l'un ou l'autre. Tariq, ce que j'entends de ce que vous dites, obligatoire, j'en suis pas pour. Ce que j'entends, Tariq, c'est qu'en fait, vous êtes plutôt libéral. Bien sûr, mais bien entendu, surtout dans un pays où les libertés reculent tous les jours. Est-ce que ça voudrait pas dire que vous auriez intérêt à aller dans un des débats qui va avoir lieu pour que ça, c'est une autre question. Pour que votre parole porte? Ça, c'est une autre question. Maintenant, est-ce que le débat, il faut y aller, il faut pas y aller? Effectivement, il faut pas tomber dans le piège de dire je le boycotte, moyennant quoi vous allez avoir, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui a failli se passer avec les Gilets jaunes et qui ne se passe pas, c'est qu'il y a eu un noyautage d'un certain nombre d'individus qui ont détourné l'objet des Gilets jaunes du début. C'est que les Gilets jaunes, au début, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient, je l'ai dit tout à l'heure, vivre des fruits de leur travail, vivre des fruits de leur travail, qu'on leur foute la paix. Et qu'est-ce que c'est devenu? On nous a ressorti l'ISF, c'est-à-dire les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont venus gueuler parce qu'il y a trop d'impôts et on dit on va en rétablir un autre. Voilà comment on arrive. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. On va revenir sur votre participation éventuelle à tous les deux, parce que pour l'instant, il faut participer. Mais attention. L'autre côté de la table, c'est pas exprimé. On a trop parlé. Christine Tazin. Moi, je ne participerai pas au grand débat. Ok, mais c'est pas ma question. Ah bon. Vous êtes prof de lettres. C'est ma réponse. J'ai dit que ma question allait arriver, mais d'abord, je voulais faire un premier tour. Vous avez lu cette lettre.
vous êtes professeur de lettres classiques. Déjà, Oui. qu'est-ce que vous en pensez sur la forme, sur le vocabulaire, Ça, sur je le vois que style? Sylvain Faure n'est plus là. C'est une lettre complètement bidouillée qui cherche à manipuler de façon éhontée le lecteur, le français Avant d'aller moyen. sur le fond, Ah, la mais c'est forme, clair, ça, c'est c'est bien clair. écrit, il y a des fautes d'orthographe, vous en bah, il avez vit- vous avez Attendez, sorti votre il vit stylo. avec sa maîtresse d'école, heureusement que c'est bien écrit quand On même. n'en est pas là. Il y a 50 conseillers qui l'ont aidé à le faire, qui l'ont D'accord. relu. C'est pas le problème. Ok. Le problème n'est pas la forme, mais Oui. le Le fond. fond. Oui. Et le fond et la manière. Je me suis pas amusée à compter, mais les occurrences du jeu. J'ai décidé, j'ai vu, j'ai donné, ça n'est pas nous. Nous, la France, notre pays. Et là où il dit simplement nous, c'est quand il susurre aux gens qu'ils devraient demander telle chose dont lui a envie. Il n'y a C'est aucun un point scandale. sur lesquels vous êtes en accord, des Aucun. sujets qui vous intéressent. Aucun. qui pourrait- Non, déjà, à partir du moment où, dans un grand débat prétendument national qui répond à une colère de beaucoup de Français, Oui. il décide des sujets permis et des sujets interdits. Voilà. Ça n'est pas Alors, un débat. qu'est-ce qu'il y manque pour vous, Christine? Des choses fondamentales comme l'immigration qui Mais coûte... ça y est. Ah non. c'est super C'est cadré. un sujet non, qui est non. mis, c'est un Non, sujet non, qui est non, mis non, sur la non, table. non. Et d'ailleurs, c'est pas contrairement vrai. à ce qui avait été annoncé, ça a été réintroduit, puisqu'à l'origine, il y avait des sujets qui allaient être tabous, ISF, immigration, entre autres choses, et finalement, on les voit apparaître dans la lettre. Ah non, 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 attendez, non, excusez-moi, non, c'est non. dans le C'est un appendice, le truc, c'est la citoyenneté. Que proposez-vous pour améliorer l'intégration dans notre nation? Mais on ne C'est demande bien. pas si Et vous puis êtes avant, il y a d'accord les pour quotas l'intégration. d'immigration. Voilà. Voilà, déjà, première question, est-ce que vous êtes d'accord pour l'intégration? Non. On n'y parle pas d'Europe. Il y a pas un mot sur l'Europe. La question ne se pose pas de l'Europe, au contraire, parce qu'on y va tout chaud, ça ne se discute pas. L'islamisation de la France ne se discute pas Il y a non pas un plus. mot. On parle effectivement d'ouvrir à l'autre, les réfugiés, c'est important, c'est nécessaire, etc. C'est-à-dire que les grands actes de sa politique qui nous mènent droit dans le mur sont interdits de discussion et de débat. Je vais vous contredire quand même, hein, Christine. Que proposez-vous pour améliorer l'intégration dans notre nation? C'est ce qu'a dit Tariq. Mais en matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, Ah bah voilà. Bah voilà. obligations d'asile remplies, mais c'est quoi les obligations souhaitez-vous que d'asile nous puissions nous fixer des objectifs Donc, annuels ça veut dire qu'on n'a pas le définis par droit de Parlement. parler des obligations d'asile. Il a dit il y a quelques jours que de toute façon, on ne pouvait pas limiter l'immigration, que ça faisait partie il a utilisé le mot eu égard aux enjeux de la démographie mondiale. C'est-à-dire voilà, qu'en gros, ça ne se mondiale. discute pas. C'est comme ça, vous allez être remplacés. On va ouvrir grand les portes. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec maintenant tous les migrants qui arrivent d'Espagne, qui sont en train d'arriver chez nous. Donc ça et manque. on ne dira non. Europe Mais c'est et, pas que ça qui et manque. immigration. non, c'est pas que ça manque, c'est que ça a été délibérément Délibérément, mis de côté. bien sûr. C'est-à-dire qu'on refuse que les Français osent discuter de ce qui est quand même leur pays et la souveraineté nationale. Pour autant, il y a 4 gros blocs. Hein. Il y en a un Du sur pipi de chat, mais du l'écologie, pipi de chat. d'autres sur la Attendez. démocratie, Mais c'est- avec le nombre non, mais d'élus, démocratie les instances avec Macron. Non, mais c'est un scandale. représentatives. C'est un scandale. Mais est-ce que c'est pas une occasion, Christine, pour justement mettre en avant Non, vos, c'est un piège. vos thèses? C'est un piège. Bien Ce sûr que c'est un débat, piège. c'est un piège Bien parce que sûr. le but est Alors. clairement de dire aux Gilets jaunes rentrez chez vous, Eh oui. allez dans vos mairies, allez discuter. Voilà. Et une fois qu'ils seront rentrés en train de s'empailler sur rien, vraiment des Ouais. choses accessoires, ils seront plus sur les ronds-points, ils seront voilà. plus dans les C'est manifs, et ça ne reprendra pas, et Macron aura gagné. Ça sert uniquement à ça, ce grand débat. C'est une manipulation d'envergure. Alors, je suis d'accord avec Christine. Attendez, on va donner la Jean-Paul. parole au mauvais élève de cette, Oui, de qui cette n'a- classe, qui qui n'a s'appelle pas- Jean-Paul Parce qu'il Chérez n'a pas de lu. El Mota. On le met à honte à lui. Oui, ben Ah, non, vous pas l'avez honte pas à lu. moi, je ne l'ai pas lu Vous parce avez un que... mot d'excuse? Vous aviez eu piscine aujourd'hui? Non, mais non, je l'ai pas lu parce que je savais qu'en me posant pendant des heures devant les chaînes en continu, Oui. j'aurais les commentaires C'est vrai. et que ça m'éviterait la lecture. Donc vous avez regardé au moins l'intervention du président de la République Ah oui, hier, je suis resté qui pendant trois- 7 heures. Oui, moi je suis resté 3h30 3 heures, quand même. Un bel exploit. Bon, alors oui, c'est vrai. patient. J'ai trouvé ça intéressant dans l'exercice. Bon, en même temps, je partage l'avis de madame. Je trouve que tout ça, c'est un leurre. Voilà, c'est parce que on va
va discuter, alors on connaît les Français, ça va discuter dans tous les sens, dans tous les coins, et puis au bout d'un moment, ça va passer dans la machine à laver, et ça va se terminer qu'effectivement, ça aura calmé tout le monde, et puis que les choses continueront, mais peut-être que dans la tête, les gens auront toujours le gilet jaune. Et moi, je voudrais dire, tout à l'heure, on parlait du droit de vote. Moi, si on m'impose de voter, je ne voterai pas, parce que je pense que c'est une des grandes libertés qui peut rester. Je paye l'amende d'avance. Dans aucun pays, Jean-Paul, il y a un gendarme qui vient vous chercher pour vous mettre aux urnes. Vous payez une amende, c'est en Belgique. Alors, à la limite, moi, je paierai l'amende d'avance. Je paierai l'amende si vous voulez, mais je ne voterai pas. Je vais vous expliquer pourquoi très vite. Je suis monarchiste, c'est clair. Je vis dans une république, je suis né sous Pétain, je suis né dans une république, quelque part. Eh bien, je suis légaliste. J'obéis à tout, je fais tout ce qu'on veut, mais me rendre obligatoire le vote, non. Et je précise que si après on vient me dire « Oui, mais tu comprends, tu n'as pas le droit de te mêler de politique puisque tu n'as pas voté ». Faux. J'ai payé mon entrée au Club France tous les ans en payant mes impôts, donc j'ai le droit d'ouvrir ma gueule. Voilà. Bon, ça suffit pas, parce qu'à ce moment-là, les immigrés qui sont pas citoyens, ils payent des impôts. Attention, ils auraient le droit de mettre ça c'est le leur piège nez. qui tombe tout le temps pour ceux qui sont Les impôts, ça donne aucun droit. Hein. C'est pas la citoyenneté. Mon cher Jean-Paul, vous avez la nationalité française, vous êtes un citoyen comme nous. Voilà. Vous avez le droit de voter, mais vous avez le droit de voter, vous n'avez pas le devoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai le droit de voter, mais j'ai pas l'obligation. Voilà, absolument. Ok, alors messieurs. Je voudrais quand même rajouter quelque chose. Je suis pas en désaccord avec ce qu'ont dit Christine et Jean-Paul, mais évidemment c'est de l'enfumage et tout. Le problème, c'est qu'on est bien obligé. Si on ne répond pas, vous allez avoir l'écrasante majorité qui va vous dire il faut effectivement reconnaître le blanc, il faut mettre de la proportionnelle. Moi j'ai une autre proposition. Moi je suis désolé, je suis d'accord pour y participer, mais je fais du Georges Marchais. Mais tu sais très voilà bien. vos questions, mais voilà mes réponses. Et on verra bien si on en tient compte. Si on ne tient pas compte, on se chargera de le dire. Donc vous allez d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment. Aller dans les débats. En gros, qu'est-ce qu'on sait? Je pense que c'est peut-être l'occasion. La synthèse, voilà. La synthèse, elle sera faite par des gens qui ont intérêt à trouver ça. Vous m'inviterez, je viendrai dire ce que j'ai répondu. Ça, c'est certain qu'on va en parler, Christine. C'est le même principe que les consultations des enseignants. Depuis 50 ans, j'en ai fait énormément. C'est-à-dire qu'on vous fait une journée pour discuter sur les nouveaux programmes, les nouveaux trucs, etc. Et alors, synthèse dans un établissement de ce que 10 profs ont discuté pendant une demi-heure. Synthèse au rectorat de tous les collèges, synthèse nationale, et vous avez au bout un truc qui est ce que le ministre voulait avoir, point barre. Et là, on aura la même chose. Ça, c'est un des risques. Je vous donne un exemple. Faut-il et dans quelle proportion limiter le nombre de parlementaires ou autre catégorie d'élus? Ma réponse, c'est pourquoi, monsieur Macron, vous étiez à l'Élysée lorsque François Hollande a supprimé le conseiller territorial qui avait supprimé 3000 élus locaux. Par exemple, la dose de proportionnelle. Pour quelle est la bonne dose de proportionnelle? Quelle est la proportionnelle? Moi, je suis désolé. Ce qui me scandalise dans le régime actuel, c'est qu'il n'y a plus d'élections législatives dans ce pays. C'est-à-dire que 6 semaines après la présidentielle, le président élu désigne des députés à sa botte. C'est un système qui est arrivé. Ce sont les Français qui votent librement et qui pourraient ne pas voter pour les candidats du président de la République. Sauf que vous savez très bien que ce système-là a été trouvé par hasard par Mitterrand en 80 parce qu'il n'avait pas de majorité, il a bien été obligé de faire ça, et ils se sont rendus compte que le truc marchait à tous les coups parce que les Français sont quelque part légitimistes et que ceux qui n'ont pas voté pour le président se disent on va quand même pas l'empêcher de bosser tout de suite. C'est ça qui se passe. Mais institutionnaliser des élections législatives qui font que par définition il y a quand même une partie des opposants qui ne votent pas, ça me pose un vrai problème. Je suis désolé. Patrick Mignambeau, le président de votre mouvement est maire d'une ville. Non, il n'est plus. Il n'est plus maire. Oui, bien sûr, depuis Tiens, on n'en parle pas, du non-cumul là-dessus. Est-ce que localement, vous savez s'il va y avoir des débats qui vont être organisés, puisque j'en sais rien. Je suis à l'autre bout de l'Essonne. D'accord. Hier soir, le président de la République débattait avec 600 maires normands et en disant, en gros, que les maires allaient être parmi les organisateurs de ces débats. Je suis pas hier roi, mais je pense que Olivier Clodon, qui est le nouveau maire de hier, qui a remplacé Nicolas Dupont-Aignan, qui est un garçon honnête, va l'organiser honnêtement. Oui, ça va être des maires porteurs. Ce dont je doute, c'est pour d'autres communes où, par exemple, tel agriculteur ou tel infirmière ou aide-soignante dans une maison médicale va voir son budget, voir sa position remise en question s'il ne pose pas les bonnes questions lors du débat. Déjà, ça me gêne beaucoup. Pourquoi je dis ça ?
Parce que la démocratie, le débat démocratique tel que vous l'avez posé, c'est la possibilité pour tout le monde de tout dire. Et je rappelle que ça se termine toujours par un vote. Or là, il n'y a pas de vote. Il y a, comme l'a dit Madame Tazin, une sélection des questions auxquelles on veut bien répondre. Et ça, ça pose un problème. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je n'y participerai pas. Le débat dans une démocratie, il est permanent, c'est vous les médias, TV Liberté qui nous donne la parole, mais tous les autres dont on peut douter de l'éthique ou de l'honnêteté, mais peu importe. Tous les médias donnent le débat et ça se termine par un vote. En théorie, on devrait avoir aussi un débat parlementaire, excusez-moi Franck, on devrait avoir un débat parlementaire si les députés n'étaient pas, comme l'a dit Tariq, élus juste après la présidentielle. Ça date pas de Mitterrand, ça date de Jospin, postérieur. C'est Mitterrand qui l'a inventé par hasard, parce que il était. Mais c'est ceux qui l'ont institué, c'est Jospin et Chirac qui l'ont institué. Mais peu importe, il a raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce quinquennat, on transforme en système présidentiel une constitution qui, à l'origine, est une constitution parlementaire, c'est-à-dire avec un contrôle du gouvernement par le Parlement. Oui, mais un système présidentiel sans contre-pouvoir. Dans le système présidentiel, il y a une chose qu'on ne dit pas depuis le début, c'est que M. Macron a dit allez-y, parlez, racontez tout ce que vous voulez, virgule, j'appliquerai mon programme. C'est ça. Oui, il semble quand même qu'il ait un petit peu bougé là-dessus. Hein, non, mais il répète sans arrêt qu'il a... On a vu dans cette lettre sur le que 80 à l'heure, plein de sujets tabous, finalement, la porte est ouverte. La formule, j'appliquerai le programme pour lequel j'ai été élu. Avec 18% des inscrits. Mais vous savez tous d'où vient le problème, là, aujourd'hui. J'en sais rien, mais il vient pas. Je Alors, on nous dit ça vient de la taxe sur les carburants qui a suscité... Mais c'est pas vrai. Alors que le diesel n'a jamais été aussi bas. Déjà avant, les 80 km/h avaient commencé à indisposer tout le monde. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ça vient du fait que dans ce pays, et vous portez un nom qui est important, qui est le premier mot de notre maxime républicaine. Télévision. Désolé, monsieur le marquis. Télévision. Liberté. Liberté. Or, dans ce pays, nous sommes des marionnettes avec des fils, et les marionnettistes nous font, excusez-moi, lever la patte pour nous dire à quel endroit on doit faire et à quel endroit on ne doit pas faire. Et ça, c'est à mon avis ce que les gens ne supportent plus, mais plus du tout, quel que soit leur niveau de revenu. Que ce soit les gens qui sont dans la détresse absolue et qui manifestent sur les ronds-points vêtus d'un gilet jaune. D'ailleurs, je crois savoir qu'on leur a collé à certains une amende de 135 € pour port de gilet jaune. Je trouve ça incroyable. J'aimerais bien savoir au nom de quel article du code pénal c'est possible. Mais bon, on le même que pour le voile. On colle pas d'amende à ceux qui se battent en burqa. Mais si vous voulez, ça va jusqu'en haut. Moi, j'ai pas ce problème de revenus, tant mieux. Mais je suis indisposé qu'on me bloque et qu'on me fasse lever la patte là où j'ai pas envie de le faire. Sauf qu'à un moment ou un autre, cette crise, elle doit être résolue de manière démocratique. Puisque pour l'instant, elle s'exprime de manière soit très violente, soit de manière relativement pacifique. C'est pour ça que là, on rejoint, je pense, à peu près tout le monde ici, mais je pense ailleurs. On ne peut faire la légitimité de cet exécutif, pas seulement de Macron, c'est le vote, c'est-à-dire le peuple. Alors, il y a justement une... j'ai bien entendu... référendum, élection, législative ou présidentielle. Patrick, il y a une opportunité qui a été proposée par un député de la France en marche, de la République en marche, pardon, qui est de dire les élections européennes vont être l'occasion, puisque tout le monde est appelé à voter, de poser quelques questions qui seraient de l'ordre référendaire. Super. Oui, ça veut dire qu'il va y avoir un référendum avec des questions auquel il est sûr qu'on va répondre oui, et pendant ce temps-là, on ne parlera pas de l'Europe. Voilà le sabotage. C'est un sabotage. C'est encore une crapulerie. Je vous rappelle, Tariq et Christine, que quand un pouvoir pose une question référendaire, d'ordinaire, les gens disent plutôt non. C'est pas si vrai. Parce qu'ils savent pas ça assez souvent. C'est pas si vrai. Parce qu'il n'y a pas l'habitude, effectivement, de la votation en France. Je suis désolé, mais enfin, de tous les référendums qu'il y a eu depuis le début de la V République, autant que je me souviens, il n'y en a eu que 2 auxquels on a répondu non. C'était celui qui a provoqué le départ de Gaulle il y a 50 ans, et celui d'il y a 9 ans, il y a 14 ans. Je parlais pas seulement de la France, je parlais globalement dans les démocraties qui nous entourent. Oui, mais là, il est gonflé, votre député de la République En Marche. Je sais pas qui c'est. Sacha Houlié. Alors oui, il est sûrement gonflé, celui-là, c'est un spécialiste. C'est un jeune député. Écoutez, il dit, vous allez pouvoir répondre à ce que vous demande le président Macron à l'occasion des élections européennes,
élections européennes et problèmes de l'Europe qui n'est aucunement mentionné dans la lettre de cadrage. J'utilise le mot cadrage à juste titre. Ouais. Oui, mais en même temps, il y a eu parmi les revendications des Gilets jaunes, il y avait le référendum d'initiative citoyenne. Mais ça n'a rien à voir. Elle est où l'initiative citoyenne ? Il faut des règles pour qu'il y ait un référendum. Si ces règles sont posées pendant les élections européennes, c'est un problème. On ne peut pas mélanger des élections européennes qui visent à faire un Parlement européen et des règles de fonctionnement de la démocratie française, des institutions françaises. Oui, mais comme j'ai entendu, ça n'a pas de sens. Comme j'ai entendu Tariq, ça veut dire, comment voulez-vous que les gens y comprennent quelque chose ? Ça veut dire que les gens vont s'imaginer, à mon avis, c'est fait exprès. Vous ne pensez pas que les Français sont assez intelligents pour voter de la main droite pour les européennes et de la main gauche pour des questions référendaires ? On va parler du référendum. Vous m'insultez. Je pense que M. Chériguez de Mleta aussi sont liées au vote qu'ils vont faire. Et donc, c'est une façon de plus de récupérer des voix pour Macron. Non, mais il ne faut pas rêver. J'arriverai pas à vous faire dire une seule chose concernant Macron. Pour vous, c'est la pire ordure que j'ai jamais vue. Ça me donne une idée. Tout est dit. Je propose que si c'est ce qui se passe, je propose d'aller voter aux élections européennes et ostensiblement s'abstenir au référendum pour qu'il y ait un taux d'abstention différencié monstrueux pour montrer qu'il y a un sabotage monstrueux. C'est une des armes qui nous est donnée. Voilà, mais c'est se moquer du monde. C'est-à-dire on détourne l'élection. On est vers la fin des 25 minutes de ce débat. Vous allez y participer ? Non, vous n'allez pas y participer. Non, c'est vraiment une arnaque. Pour nous, c'est une arnaque. Le débat, il est permanent et il y a des instances pour débattre suivies d'un vote. Oui, ça vous choque par rapport au fait qu'il y a des assemblées régionales, départementales et nationales et que vous pensez que c'est là que ça doit se passer. Ouais. Tariq, en revanche, j'ai entendu dire que vous seriez porteur de certaines de vos idées dans un débat. Écoutez, je veux dire par là que je ne veux pas laisser aux macroniens militants le soin de répondre à ma place. Simplement, je doute de ce que donneront mes réponses. Donc moi, je vais faire comme les jésuites. À chaque question, je vais reposer une autre question en disant posez-moi cette question, je répondrai. Sachant que le débat étant ouvert, on peut estimer qu'il y aura des gens qui sont très à gauche qui iront et d'autres qui seront plutôt centristes et d'autres qui seront très à droite qui iront. Il n'y aura pas d'interdiction puisque personne ne vous filtrera à l'entrée. Oui, mais est-ce qu'on tiendra compte ? Est-ce que si les réponses n'entrent pas dans le cadre de la question, est-ce qu'on en tiendra compte ? C'est ça le problème. Jean-Paul, est-ce que vous allez y aller ? Je réfléchis, mais je ne suis pas sûr. C'est pas un non franc et massif. Et c'est pas un oui franc et massif non plus. Non, mais j'ai bien remarqué. J'essaie de trouver quelqu'un qui aille avec vous au débat. Mais de toute façon, alors j'irai avec la même position. Ayant été élève des jésuites, j'appliquerai ce que j'ai appris au petit séminaire de Paris. À question. Voilà. Christine, je vous pose la question, mais c'est purement formel. Vous n'irez pas, vous ne voterez pas. Je ne participe pas à la mascarade. Ok, parfait. Écoutez, j'ai pas réussi à forcément les faire adhérer à la lettre du président de la République. Je vous invite quand même à la lire parce qu'elle est fort bien écrite. 5 pages, bon, voilà. Autant lire Bossuet, c'est une autre solution, Machiavel également. Allez, je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes pour la suite de ce débat. L'année commence bien, vous avez vu, ils sont en forme. À tout de suite. Le deuxième sujet, c'est nous avons eu 3 mois de gilets jaunes, en gros. Avec une gilet jaune à mes côtés, fermement ancrée, malgré son rouge. Bien. Et il y a des vainqueurs, et il y a des perdants. Et là, je parle des politiques, mais pas forcément seulement des politiques. Des politiques, en gros, l'accord, c'est Marine Le Pen en bénéficie, Nicolas Dupont-Aignan aussi. Les autres, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup aidé leur cause. Et puis, les petits commerçants sont très fortement perdants, Amazon fortement gagnant, et Facebook est le grand vainqueur de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est l'opinion des sondages, des grands commentateurs politiques ? On va en parler avec le vice-président de Debout la France, Patrick Mignon. Est-ce que vous avez senti que ça accrochait, plus d'adhésion On
On a un nombre d'adhésions en hausse, mais on l'avait déjà avant par les positions, par la médiatisation accrue de Nicolas Dupont-Aignan et d'autres, du porte-parole, Damien Lempereur, la mienne. Donc, je pense que c'est plus ça. Il est vrai que sur la crise des Gilets jaunes, les mesures, la dénonciation de ce qui s'était fait sur les autoroutes, la hausse incessante et invraisemblable des péages d'autoroute avait été dénoncée. On a commencé, je crois, en 2009 ou 2010, les opérations sur les barrières de péage et dénoncer le monopole de Vinci. Mais pour répondre à votre question, Franck Tanguy, y a-t-il des vainqueurs ou des perdants? Moi, je vois un seul grand perdant, c'est la France. Parce que très franchement, entre le bordel qu'il y a à l'intérieur chez nous et l'image qu'on donne à l'extérieur de ces rues livrées aux casseurs et aux racailles de banlieue qui viennent faire leurs courses, franchement, c'est désolant. Et je redis ce qu'on a toujours dit. Nous n'assimilons pas en aucune manière les Gilets jaunes que nous soutenons et dont nous comprenons la démarche, sans vouloir d'ailleurs les récupérer, puisque je l'ai dit, beaucoup de leurs demandes étaient déjà dans les programmes, il suffit de reprendre ce qui avait été publié antérieur. Ces gilets jaunes ne doivent en aucun cas être assimilés aux casseurs, même si chez eux, il peut y en avoir dont les nerfs lâchent, un peu comme ceux de certains personnels des forces de l'ordre, puisque les dernières vidéos qui circulent sont pas très flatteuses, mais on montre toujours ce qui se passe mal. Donc, dans l'un comme dans l'autre des cas, c'est la France qui perd, et elle perd pour une seule raison, c'est qu'on a à notre tête un président légal, mais dont je pense qu'il est devenu illégitime. On a un président qui n'a eu comme seul but de fracturer le pays pour faire avancer ce qu'il appelait des réformes. Fracture territoriale, fracture communautaire, fracture sociale, fracture sociétale avec la PMA qui s'avance pour toutes. Toutes ces fractures-là, fractures générationnelles entre les vieux et les jeunes, c'est invraisemblable. C'est un fractureur de génie. C'est comment dire, le gaz de schiste de la politique. Alors, moi je dirais exactement le contraire. C'est la France qui sort gagnante. Et je vais expliquer pourquoi. Ah, ça m'intéresse. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que Paris, par exemple, ait bénéficié d'une image très positive à l'heure du Brexit. C'est pas ça. Le combat avec Francfort s'avère plutôt en faveur de Francfort. C'est pas ce que je veux dire. C'est que à l'étranger, comme dans les races campagnes ou derrière les écrans de télé, on avait de plus en plus l'impression que le Français se contentait d'avoir son iPhone TF1, de voir Hanouna et compagnie, et puis de pouvoir partir en vacances, et que la politique au sens étymologique, la vie de la cité, la capacité de réagir, ne l'intéressait plus, et il s'en lavait les mains, et il subissait. Et je trouve que les Gilets jaunes montrent qu'il y a une part incroyable de révolte possible, encore, chez les Français. Et donc, c'est de la vitalité dans la France, pour vous ? Bien sûr, c'est de la vitalité, c'est sain, ça veut dire qu'il y a encore une vie, une capacité de révolte. Je vous rappelle quand même que pour l'étranger, la France, c'est le pays des libertés, c'est le pays de 1789, c'est le pays, et oui, c'est cette image, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, il n'empêche que c'est cette image. Et si nos gilets jaunes font école à l'étranger, pour le Brexit, on a des gilets jaunes anglais, on a des gilets jaunes au Canada qui se battent contre Trudeau, etc. C'est-à-dire que je crois que c'est quelque chose d'assez fabuleux qui fait que maintenant le monde entier, quelque part les Américains aussi, ont les yeux tournés vers nous en se disant qu'est-ce que c'est. C'est marrant, parce que... Non, mais c'est pour ça que je voulais... Mais je pense que Catherine a raison, sauf que je vois le verre à moitié vide quand elle voit le verre à moitié plein. Bah oui, je suis beaucoup plus pessimiste sur la vision que les étrangers. J'étais pilote de ligne avant. Très franchement, je suis beaucoup plus pessimiste. J'y arrive. Non, il n'empêche, Christine, que je vous sens très macronienne, vous ne le savez pas, mais dans la lettre du président de la République que j'ai sous les yeux... Ça mérite un souffle. Qu'est-ce que dit ? La France n'est pas un pays comme les autres. Je cite donc le président de la République. Le sens des injustices y est plus vif qu'ailleurs, l'exigence d'entraide et de solidarité plus forte. C'est pour ça qu'il nous trahit en faisant encore plus d'injustice. Merci, bravo. Okay. Jean-Paul. Vous m'avez pris la grosse partie de mon argumentaire. Non, en plus... Bon, tant pis, Jean-Paul, c'est fini. Non, vous l'avez dit tellement mieux que moi. Mais moi, la réponse à votre question, c'est qui est le grand gagnant ? Il y a quelques gagnants annexes, mais moi, je pense effectivement que c'est le peuple, au sens noble du terme. Et puis, moi, je continue à dire que Vox Dei, Vox Populi.
Voilà. Et les gens se sont réveillés. Et au fin fond du Berry, où ils sont pas très violents, je me suis rendu compte que des gens très raisonnables commençaient à reparler politique. Et c'est très bien. Voilà. Il fallait un réveil. Merci, Monsieur Macron. Vous avez réveillé tout le monde. Mais est-ce que ça, c'est pas une vraie chose très positive que finalement les Français... je vais le dire autrement. Il y a quelques années, le drapeau bleu-blanc-rouge, personne ne l'avait chez lui. Et maintenant, il est partout. Et il y a quelques années, c'est vrai que la politique, c'était un domaine qui intéressait les vieux barbons. Voilà. Hein, et très peu de gens, ou les extrémistes, c'est-à-dire les gens qui avaient vraiment une sensibilité nourrie très jeune. Et le reste a passé au-dessus de la tête. Et voilà, et les gens allaient consommer. C'est ça. Et maintenant, ça y est, le débat se réinstalle. Est-ce que c'est pas finalement une bonne chose pour vous deux? Tariq, vous êtes un homme politique. Mais je sais pas trop quoi répondre à ça, parce qu'effectivement, il y en a un qui voit le verre à moitié vide, l'autre le verre à moitié plein. Effectivement, non, parce que on peut pas passer sous silence quand même les images de guérilla urbaine, de violence, les commerçants sur les Champs-Élysées qui souffrent, etc. On peut quand même pas passer ça sous silence, donc ça me gêne un peu. Est-ce l'essentiel dans le mouvement? Mais disons qu'il va y avoir des milliers de chômeurs en plus, ça c'est une certitude. Tous les commerces qui vont déposer leur bilan. C'est rien par rapport aux travailleurs détachés et aux délocalisations qu'on doit à l'Union européenne que Macron adore. Alors, et les chômeurs vont se retourner contre Macron. On va laisser Tariq finir. Voilà, maintenant, j'aimerais bien quand même que la chienlit finisse par s'arrêter, mais qu'on tienne compte des raisons de ce désordre et qu'on avance. Mais en tout cas, on n'en prend pas le chemin. C'est-à-dire que le pouvoir politique aujourd'hui est complètement discrédité, il est illégitime. Effectivement, les Gilets jaunes ont réussi à le montrer, puisque c'est ça aussi le problème, c'est que l'opposition politique n'existe pas. Il n'y a pas d'opposition politique qui a été capable de canaliser ça, qui a été capable de canaliser les mécontentements et de faire des propositions. Parce que les Gilets jaunes ont pas mal rejeté les politiques quand ils intervenaient. Mais ils ont tout fait. Nous avons tous fait pour être rejetés aussi. Je me mets dans le lot, même si la droite libre s'est constituée justement pour éviter ça. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est que finalement les Gilets jaunes ont rejeté la gauche. Quand Mélenchon a voulu apparaître comme gilet jaune, c'est plutôt mal passé. Il est paru comme un opportuniste. Là, ça en revient à ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que, attention, il y a eu une tentative de noyautage au début. Parce que, à l'origine... Il y a eu une tentative, mais est-ce qu'elle a vraiment pris? Est-ce que les gilets jaunes y ont cru? Elle a plus ou moins pris, puisque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, c'est quoi les gilets jaunes? Les gilets jaunes, c'est des gens qui disent on veut vivre des fruits de notre travail et qu'on nous foute la paix. Dignement des fruits. Bon, et maintenant, de quoi on parle? De l'ISF? Je suis désolé. Ou de la 6e République. Ou de la 6e République. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un noyautage. Il y a eu quelque chose. Voilà, c'est ça. Évidemment qu'il ne faut pas rétablir l'ISF. Il faut supprimer l'IFI. Moi, je vais rebondir, Franck, sur ce que vous avez dit en tout début de l'émission. Vous avez cité la conclusion de la lettre de Macron qui termine en confiance. Le problème, c'est que dans ce pays, il n'y a plus aucune confiance. Elle a été explosée. Et c'est là que je vais tenter ma synthèse en socialiste type. Là, je vais pouvoir prendre ma carte au PS. Faites du Hollande, là. Vous craignez le pire, vous avez raison. Je vais faire mon petit socialiste de base, je vais tenter une synthèse. Dans ce pays, il n'y a plus aucune confiance et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle régulièrement, les taux d'abstention montaient. Et des gens comme vous allaient à la pêche plutôt que de mettre leur bulletin de vote parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt à le faire, vu que derrière, c'était suivi de nul effet. La crise a ceci de positif, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'elle a redonné la parole au peuple, lequel, de base, s'est dit « j'ai quand même mon mot à dire », en dehors des moyens dans lesquels on me limitait auparavant et dont je ne voulais plus, et c'était l'abstention. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Synthèse, je vous l'accorde. Cette crise a ceci de bon. Mais par contre, vous m'excuserez, on est les seuls quand même à exposer à la face du monde nos malheurs internes et notre lavage de linge sale ce sont pas nos malheurs, et on n'est pas en famille avec Macron, je suis désolée, c'est le traître. Il est français, on est français. Non, je veux dire, il est de façon très claire l'agent de l'étranger. Je veux dire, le pacte de Marrakech, c'est l'agent de l'ONU, c'est l'agent de Juncker. Il n'est pas responsable du pacte de Marrakech. Il n'est pas obligé de le signer. On peut lui donner tout. Il n'était pas obligé de le signer, je suis désolée, là, il ne faut pas exagérer. En catimini. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un élément important, c'est que moi je vois que les Gilets jaunes
ont réappris la convivialité, c'est-à-dire les discussions qu'il y avait dans les cafés qui ont tous disparu. Et les gens, du coup, là, n'ont plus envie de rentrer chez eux pour être devant la télé, etc. Et ils ont redécouvert quelque chose. De toute façon, ils ne peuvent pas consommer, ils n'ont pas de quoi consommer. Non, mais indépendamment de ça, je veux dire, les gens ont pris l'habitude de rentrer chez eux, d'être tout seuls et d'avaler. Et là, moi, je vois, parce que je suis souvent sur les ronds-points, les gens parlent, échangent et réfléchissent. Ils montrent que ce ne sont pas les bas de front ou les bas de plafond et les illettrés dont Macron a parlé X fois, mais ce sont des gens qui réfléchissent, qui comprennent, et il y a un bon sens extraordinaire qui se répand. Les gens apprennent des tas de choses des uns des autres et ils échappent aussi aux manipulations médiatiques. Ça, c'est quelque chose de fabuleux et de très important. Ça, c'est le côté positif que vous retenez des Gilets jaunes. Mais est-ce que politiquement, je vais vous donner la parole, Jean-Paul, est-ce que politiquement, parce que finalement, on dit qu'à gauche, ça n'a pas fonctionné, et la seule qui ait réussi à tirer quelque chose de ce débat, c'est finalement celle qui a le moins participé, c'est Marine Le Pen. Oui, mais c'est la stratégie. C'est le moins, parce que Nicolas Dupont-Aignan est apparu très en avant, et on voit quand même que, en termes de sondage pour les européennes, c'est une chose qui est assez significative, Debout la France deviendrait le 3e ou le 4e. Troisième, parce que les sondages, il y en a eu un nouveau, il y en a Debout la France, il y en a un qui sort sur Valeurs Actuelles aujourd'hui, qui est pas très bon, qui est bon pour Macron. D'accord. Parce que effectivement, Macron monte de 3 points. Ceux que j'ai en ma possession, c'est Marine Le Pen monte. Justement, il y en a un Macron qui sort. Macron descend. Les Républicains, c'est la chute libre. Et Debout la France. Non, il y en a un qui sort tout à l'heure qui fait monter sur 3 mois. On voit que Macron monte de 3 points, il passe de 20 à 23. Le Front National, lui, enfin Marine Le Pen, elle est à. Elle passe de 20 à 21. On parle pas des européennes, on parle des européennes. Et alors, effectivement, Debout la France passe de 6,5 à 7,5 sur 3 mois. Et effectivement, Wauquiez est en train de disparaître complètement. Il descend de 14 à 10, il est en train de disparaître. Les socialistes sont dans les choux, ils sont en dessous des 5, il n'y a plus rien. Voilà. Mais Macron tire son épingle du jeu, mais ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même tous les transfuges des LR, les Juppé et tout ça sont tous en train de partir. Ça compense une hémorragie qui à sa gauche qui s'en va de la gauche. Mais enfin voilà, ce sont ceux qui demandent de l'ordre. Mais je voulais revenir un tout petit peu en arrière. C'est une idée que j'ai comme ça, puisqu'on dit tout le temps, parce que M. Macron, qu'il est l'héritier de 40 ans de laxisme, de mauvaise gestion, etc. Moi, je fais une suggestion. M. Giscard d'Estaing est toujours vivant, Hollande est toujours vivant, Sarkozy est toujours vivant, Chirac, il est toujours vivant. On pourrait peut-être poliment leur demander des explications, non ? Et puis en fonction de leurs explications, après réduire un peu leur train de vie. Vous avez vu l'émission de Nuremberg. Oui, Giscard d'Estaing n'était pas si mauvais que ça. Il fallait prendre par les pieds aussi. Giscard d'Estaing n'était pas si mauvais que ça. Moi, j'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, mais puisqu'on nous dit que depuis 40 ans, rien n'a fonctionné et qu'il y a encore des responsables qui sont là, il ne s'agit pas de les fusiller, on pourrait peut-être leur demander quelques explications plutôt que d'emmerder le monde tous les matins. Vous avez été président pendant 7 ans. Il pourrait toujours s'en sortir tranquillement en disant c'est la faute de Mitterrand qui est resté 14 ans. Mais il a essayé de le corriger. Est-ce que vous avez vu hier soir une émission très intéressante sur France 2 qui était assez longue, 3 heures je crois, sur la constitution de la 5e, et il y avait tous ces présidents encore en exercice, Premier ministre et autres conseillers qui ont été... C'est la réflexion que je me suis faite. Quand à la conclusion de l'émission, je me suis dit, tout le monde est en train de critiquer l'état dans lequel on se trouve, mais on a là le panel de tout cet ancien monde qui est soi-disant critiqué, dans lequel est Macron, puisqu'on le voit tout jeune, conseiller en arrière, etc., à l'époque de Hollande. Personne, non, mais quand je suis les gens de l'émission, cette question n'a pas été évoquée, c'était pas le sujet non plus. Oui, mais enfin, ce sont eux, collectivement, tous responsables de la situation. Quand je suis de très mauvaise humeur, j'ai l'habitude de répondre que le dernier qui a gouverné la France dans son intérêt s'appelait Raymond Barre. C'était il y a 38 ans. Voilà, mais bon, c'est aussi avec lui qu'il y a eu la première fois qu'un budget a été présenté avec du déficit. Non, c'était Chirac. Non, c'était Chirac en 74, 75. Mais dans tous les cas, le premier déficit, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing s'est cogné les deux chocs pétroliers tout de même. Tous coupables. Oui, enfin. Oui. Sauf que, pardon, je vais mettre mon petit grain de sel, le passé, il y a les responsables, mais ceux qui construisent le présent et le futur, c'est nous qui sommes autour de cette table. Giscard d'Estaing, qu'on aille lui chatouiller les pieds pour avouer qu'il a mal fait son boulot... Oui, mais ça va peut-être nous faire du bien, mais ça va rien changer. Ah non, mais oui.
Donc, non, mais le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune aucune volonté de remettre les choses à plat et de redresser. Bah, Il n'y a pas eu de aussi volonté, c'est ça. C'est montrer au peuple qu'il peut y avoir une justice, parce qu'on est dans l'irresponsabilité la plus totale. C'est-à-dire que on fait des horreurs, on entraîne le pays dans un marasme absolu, et on part avec, et on a les ors de la République, l'argent, le bureau, la protection. Non, mais il y a quelque chose de finalement immoral. Sauf que, ok, je reviens à ma question initiale, parce que j'entends que pour vous, la France est gagnante, et il y a quand même un consensus qui se fait autour de cette table en disant qu'il y a plus de politique, donc c'est bon pour la France. Mais comment ça va se traduire politiquement? Est-ce que s'il y avait demain une liste gilets jaunes aux européennes, est-ce que vous seriez intéressé à aller voter pour eux? Non. Non. Mais non. Vous n'irez peut-être pas voter du tout? Ah si, j'irai voter. Je sais déjà pour qui j'irai voter. Oui. Moi, je ne voterai que pour un parti qui me propose des choses claires sur ce qui est à la source de nos problèmes. L'Union européenne, l'immigration, l'islamisation. D'accord. Et l'imposture écologique. Et la mondialisation. Oui, ça, c'est une arnaque. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé de l'écologie. Ma question, Bienvenue à Debout la France, Christine Cazin. Pourquoi pas? Non, mais je plaisante, mais elle a tout à fait raison. Si vous regardez depuis Giscard, qui a été, à mon avis, le deuxième plus mauvais président de la Ve République. Manifestement, votre voisin n'est pas d'accord. Non, mais Chirac, Hollande, Mitterrand. Non, mais si on doit faire un classement, 3, je pense que Hollande est sur le podium en 1, Giscard est en 2. Chirac après, peut-être. Ce que je veux dire, on n'est pas là pour ça. Les plus mauvais, on les fera. Elle a nommé les mots qui font que ils n'ont jamais remis en cause, quel qu'il soit, quelle que soit leur couleur politique, qui n'a finalement rien à voir, ce mondialisme, ce fédéralisme ambiant. L'Union européenne est mauvaise, l'Europe est excellente, l'Union européenne est mauvaise, et on les confond volontairement. Nous ne sommes pas du tout sur la même base. Nous voulons que la France ait... La France, qu'est-ce que c'est? C'est une nation. Une nation frontière, peuple, monnaie, budget, etc. Oui. C'est surtout une communauté d'espoir partagé. Et nous ne pouvons plus partager d'espoir à partir du moment où on nous impose des vues fédérales qui échappent totalement aux citoyens. Ça sera votre programme aux européennes. Ma question, c'était comment... Très clairement, c'est refaire l'Europe. Il n'est pas question de sortir de l'euro, de faire un Frexit. J'entends bien ce que dit Asselineau. Mais ni Frexit, ni sortie de l'euro. Mais par contre, remettre les nations et donc leur peuple au cœur du débat européen et pas la technocratie. Patrick Mignon. À propos de Gilets jaunes, j'ai quand même une petite info. J'ai parlé du sondage tout à l'heure de ce soir. Oui. Il y en a un qui n'est pas nul, qui est au même niveau que les socialistes, c'est Jean Lassalle. Il est à 3 points dans les sondages. D'accord. Voilà, c'est bien. Oui, non, je dis, c'est lui, il a revêtu un gilet jaune dans l'hémicycle. Oui, ma question est d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de réponse véritablement à ma question. Peut-être parce que la réponse n'est pas autour de cette table, mais elle n'est pas en général sur la place. C'est qui a gagné? Bon, et comment ça va se concrétiser ce mouvement? Comment va-t-il se synthétiser? Politiquement, je pense que Macron consolide un socle en l'élargissant, en compensant ce qu'il a perdu d'un côté, en récupérant les partisans de l'ordre. C'est-à-dire, voilà, il récupère, donc il maintiendra globalement son socle de 15 à 20% des inscrits. Ça fait 23. Le truc, attention quand même, c'est qu'il peut tout à fait faire un score honorable aux européennes parce que, avec l'abstention différenciée, c'est-à-dire que les macroniens vont aller voter. Et s'il y a 50% d'abstention, s'il y a 15% 15% des inscrits, ça fait 30%. Sauf que s'il y a un référendum ou des questions référendaires, on peut peut-être imaginer qu'il y ait plus de monde qui viennent dans les mairies. Donc voilà, il ne faut pas enterrer Macron sur le plan électoral. Quelque chose d'important, c'est que malgré le marasme et la crise des Gilets jaunes, Macron ose signé le 22 janvier le traité d'Aix-la-Chapelle qui va mettre l'Alsace-Lorraine plus ou moins sous la direction de Merkel. Il est en train de nous faire des grandes régions. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais c'est Bernard Monod qui est à Debout la France, qui est député européen, qui a sorti une vidéo exceptionnelle où en 3 minutes il met ça à plat. Ce qui se passe est gravissime. On va regarder. Alors nous
comme je ne connais pas le sujet, je Bravo, prends comme ça. Oui, faut qu'on je regarde prends ça, comme ça Christine. J'invite Bernard Monod. Bernard Monod, MONOT, qui nous a rejoint avec Christine Godine. C'est des gens qui étaient au Front National députés européens qui sont maintenant à Debout la France. Très bien. Et j'ai fait des articles là-dessus sur Résistance républicaine qu'on peut consulter. Bah voilà, la publicité est faite. Merci ça jazz ici. Hein. Et nous nous retrouvons dans quelques secondes pour un sujet suivant. À tout de suite. Rebonjour, sujet suivant. Alors, nous changeons d'univers et nous allons vers le cannabis thérapeutique. Alors, je vous explique. Le cannabis thérapeutique, c'est pour certains médecins, pour certains patients, une bonne manière de soigner des maladies qui sont des douleurs prolongées, qui sont des problèmes de névralgie, qui sont des problèmes d'anxiété. Bon. Ce cannabis thérapeutique est interdit en France, il est autorisé dans 23 États américains, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, je dois en oublier. Peut-être en Hollande, je ne sais pas. Moi, je voulais avoir votre position là-dessus, parce qu'il y a un programme de test en 2019 pour une commercialisation, une généralisation en 2020. Alors, je vous rappelle qu'on parle du cannabis thérapeutique, c'est-à-dire une consommation en gélule ou en inhalation. Et on ne parle pas de fumer des joints. On peut peut-être commencer en disant que la politique est une drogue. Et puis après, on va... Est-ce que vous êtes en faveur de ça? Je ne comprends pas la question. Moi. Alors, je vais peut-être l'expliciter. La question, c'est est-ce que vous êtes en faveur d'aller dans ce sens-là, parce qu'on peut se dire légitimement, mais derrière ça, il y a la légalisation du cannabis. C'est ça que je veux dire. Une fois qu'on aura pris l'habitude de soigner en allant en pharmacie acheter un truc qui s'appellera cannabiol fixe. Oui. Mais lorsque je dis que je comprends pas la question, c'est que toutes les médications sont plus ou moins des drogues et beaucoup plus sévères. Donc pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas des gélules en pharmacie? Le médecin ne pourrait pas prescrire. Parce qu'en France, pour le moment, c'est interdit. Un médecin pourrait tout à fait prescrire des gélules et qu'on aille les chercher sur ordonnance en pharmacie. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, moi non plus, en gros, vous êtes en faveur. Alors, si ça se trouve, il ne va pas y avoir de débat et en 5 minutes, c'est plié. Hein. Je vois pas non plus. Je vois pas la question. Pourquoi il y a une interdiction du cannabis qui, effectivement, est une horreur comme drogue, mais qui peut alléger un certain nombre de douleurs pour des gens qui ont vraiment de grosses difficultés, à partir du moment où c'est des médecins qui peuvent en faire une ordonnance, on va le chercher, ou plutôt où l'infirmier vous le fait, peu importe. Mais à partir de... Pourquoi est-ce qu'on met ça? On en fait une affaire d'État. Par contre, à l'heure où il y a quand même des salles de shit en plein Paris, il y a quand même quelque chose qui sont... C'est des salles de shoot, hein, pas des salles de shit. C'est révélateur. C'est du shoot au shit. C'est du shoot au shit. Salle de shoot, donc on est bien d'accord, les salles de shoot, c'est pas pour fumer, c'est pour s'injecter des... Elle a raison, Christine. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Enfin bon, il y a c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez quelque chose, je veux dire, Rabelais parlait déjà du chanvre, c'est le cannabis, et Rabelais était médecin parce qu'il y avait une tradition, effectivement, pour soigner un certain nombre de maladies avec le chanvre, qui est... Et bon, après... on peut aussi voir ce qu'on en a fait autrement, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui empêche d'avoir mal. Et en France, on a un problème avec la douleur. On a mis très longtemps à considérer qu'il était anormal que les gens aient mal, alors qu'on a les moyens de... Et à côté on pensait de ça, en gros que c'était normal de souffrir, et c'était une dimension presque chrétienne de rédemption, d'incarner dans sa chair. On peut supposer qu'il y a un rapport avec cette interdiction du cannabis thérapeutique. Mais quand à côté, on voit comment on laisse aller la drogue, le cannabis, etc., et qu'on permet à des tas de gens de le fumer en toute sécurité, il y a quelque chose qui est complètement et on interdirait aux médecins parce que vous ne pensez pas qu'en mettant le doigt là-dedans, c'est la porte ouverte vers autre chose? Alors écoutez, déjà, il y a la route de l'opium avant celle du cannabis, et qui a fait des ravages. Sauf qu'il y a énormément de médicaments qui ont des bases opiacées. La morphine, il y a des tas de médicaments. Moi, je ne suis pas ni pharmacien, ni bio, ni médecin. Il y a des tas de médicaments à base d'opium. Ils sont réglementés et donnés par les médecins. Donc là, on est dans le monde idéal
des bisounours où tout va bien. Je dis pas ça pour être désagréable. Non, je ne prends pas comme ça. Le monde idéal où tout va bien. en la regardant. Si elle se sent pas visée, c'est que déjà. Il faut essayer de mettre un peu d'animation. Non, c'est ça. Si attendez, moi, je voudrais vous dire quelque chose quand même. Bref, mon médecin me dit aujourd'hui, ça peut très bien arriver, on en a déjà parlé. Tu souffres de telle et telle chose, il faut que tu fumes. Il me le dit. Oui. Bon. Ça, c'est la version paralégale, enfin illégale pour le moment. Alors, je lui dis, dis donc, je vais le chercher où? Démerde-toi. Oui. Et à ce moment-là, je m'enfonce dans Barbès-Rochechouart pour trouver vous n'êtes pas loin. Voilà. Mais vous avez raison. Tandis que s'il me sort son ordonnancier et qu'il me fait une ordonnance, tout va très bien. Et moi, je vis en ce moment quelque chose de terrifiant. Il y a quelqu'un qui m'est extrêmement proche, qui a été opéré d'un cancer de la langue, des gencives, passe tout. Et sous morphine, mais donné par un pharmacien et ordonné par son médecin. Et il va chercher ça à la pharmacie normalement. Et voilà, c'est tout. Jean-Paul, ce que je voulais dire quand j'ai commencé ma phrase avec une petite pique volontaire pour ranimer le débat, c'était que... Non, c'était... Moi, je dormais profondément. C'est très simple. C'est que dans le monde normal, vous avez raison. Et ça serait idéal. Sauf que, on le sait très bien, il y a des médecins qui sont confrontés à des dilemmes incroyables parce qu'ils ont des patients qui ont eu des médicaments, des morphines, des opiacés, etc., pour des problèmes d'angoisse, de choses. On a commencé à leur donner une pilule, puis 2, puis 3. Et à la fin, ils sont tellement accoutumés qu'il faudrait donner des doses énormes. Les médecins ne peuvent pas dire non à leurs patients parce qu'ils compatissent, ils voient bien la détresse de leurs patients. Je ne parle pas de quelqu'un atteint d'un cancer de la langue ou d'autres qui à l'évidence, est gravissime. Mais des gens qui ont des problèmes psychologiques et qui se noient dedans, et le médecin se dit, si je lui donne pas sa dose, qui est forcément en augmentation, mais il va se jeter sous le premier RER venu. Donc mais on parle pas de ça, là. Donc on laisse souffrir les grands malades. Non. C'est quoi votre position? Je n'ai pas compris, Patrick. J'ai pas compris, là. Non, j'ai pas encore donné on a affaire à un homme politique, ça fait 5 minutes qu'il parle, je sais pas toujours ce qu'il pense. Yes. J'ai enfin été reconnu. Merci. Démasqué. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec cette histoire de cannabis thérapeutique, mais je ne suis pas moi-même médecin ni membre du comité qui décide de la mise sur le marché et tout ça. On n'a toujours pas compris sa position. Et je n'en connais pas. Je viens de dire que j'étais d'accord. Pour enlever les souffrances. Simplement, je me méfie de tout ce qu'il y a derrière. Oui. Et je vais même élargir le débat d'une manière un peu plus large, au-delà du cannabis thérapeutique, cher Franck. Les vaccins. Vous avez aujourd'hui un scandale qui couve, qui concerne les adjuvants à l'aluminium de certains vaccins. Alors, on a fait un débat là-dessus. C'est un autre débat, ouais. Mais c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme adjuvant dans ces trucs-là? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme effet secondaire? Est-ce que l'accoutumance est prise en compte ou pas? C'est uniquement ça mon débat. Mais si c'est pour retirer la souffrance, en attendant, qu'est-ce qu'on fait quand je dis aux flics qui m'emmerdent parce que ma voiture est mal placée? Dites donc, là, à 200 mètres à la sortie du collège, il y a des mômes à qui on est en train de filer de la merde pour les accoutumer. Je suis pas là pour ça. Mais vous savez, Jean-Paul, le cannabis thérapeutique, c'est pas pour enlever et arrêter la vente de cannabis illégal à la sortie des collèges. Il faudrait mettre les deux en même temps. Ça sortira du circuit. Voilà. Ceux qui éventuellement, comme Jean-Paul, pourraient être tentés d'aller acheter au petit dealer du coin de quoi fumer, de toute façon, parce qu'on lui offre pas une alternative. De souffrir. On va casser une vie sociale aussi. Il y a ça. Parce que ça tourne autour d'un certain quartier, l'économie, ça tourne autour de ça. Vous pouvez vous poser une bonne question qui est aussi le poids des laboratoires qui évidemment veulent, comme pour les 11 vaccins obligatoires, etc. Vous pouvez aussi regarder le point de vue économique. Il peut y avoir des paysans qui se mettent à produire du chanvre pour être utilisé en médication. Mais il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a certaines douleurs atroces, il n'y a que le cannabis qui... Alors attention, là vraiment, information, quand j'ai travaillé le dossier, l'antidouleur est finalement assez faible dans tout ce qui est dérivé du cannabinoïde. C'est plutôt calmer l'anxiété et favoriser le sommeil. Ce qui veut dire que ceux qui prennent ça, on voit leur état de santé s'améliorer. Pas spécialement d'un point de vue de la douleur, ça peut être traité autrement, mais d'un point de vue de relaxation et donc de bien-être. Pour les scléroses en plaques, pour certains cancers, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent apparemment. D'accord. De toute façon, c'est vrai, je pensais. Pour des troubles psychologiques, pour calmer des états d'angoisse importants, sans donner des opiacés ou des choses comme ça. Ça va drôlement fumer dans les EHPAD. Hein. Et puis, oui, c'est très drôle. Mais ça se fume pas, Jean-Paul. Ça se fume pas. Ça sont des gélules. C'est des gélules, c'est ça.
pire, c'est soleil vert. C'est soleil vert. Jean-Paul, il se voyait avec son petit truc. Bon, Joël Join. Mamie, t'as fumé? C'est convivial. Mais au moins, ça va rire. Hein. Au moins, ça va rigoler. Mauvais élève, dealer en herbe. On rigole tellement ici, Franck. Il y avait quelque chose dans les pains au chocolat que vous nous avez offert? Rien de mon fait. Je vais demander à Martial Bill quand même, parce que quand je vois la dérive des emparts de Jean-Paul... Alors, je vais quand même vous donner une anecdote pour vous préciser où je voulais aller. Dans mon métier de pilote de ligne, il est interdit de transporter dans les avions, en dehors d'un petit sac, un petit animal de compagnie. Ça, c'est de base. Et les gros animaux, les gros chiens, sont mis dans les soutes, dans des conteneurs. Oui. Sauf qu'aujourd'hui est apparu l'animal de support émotionnel dans la réglementation. C'est quoi ça? Et qu'est-ce que c'est ça? Il suffit d'avoir une lettre. Il suffit d'avoir une lettre d'un médecin qui atteste que vous avez besoin d'avoir votre animal de support émotionnel. C'est souvent pour des jeunes qui sont claustrophobes, des autistes ou des choses comme ça, et que leur chien, leur, le type vous impose leur chat, le texte dans la cabine, leur c'est ça? chat. Alors, du coup, là, les compagnies aériennes mondiales, c'est un règlement, valide le truc, mais à l'aide de la lettre du médecin, le passager peut s'enregistrer et avoir en cabine avec lui l'animal de super. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire. Mon poney de support. Je suis pour le bouvier bernois, moi. J'ai eu sur un de mes derniers vols un dog allemand, une femelle âgée d'une dizaine d'années, donc avec des poils blancs, qui n'a pas bougé de tout le vol, 10 heures de vol. Mais j'avais une jeune fille, effectivement, avec des problèmes de handicap cérébral, qui voyageait, et son dog allemand restait au pied. Mais vous aviez en cabine un chien d'une taille qui n'avait jamais été autorisé. Vous voyez comment on peut... Et qui n'avait pas payé sa place. Je ne sais pas ça, le commercial. Mais... si vous voulez ce que je vais dire, c'est l'extension du domaine. C'est-à-dire, voilà, et après on voit. Donc oui au cannabis thérapeutique pour moi, parce que je considère que les gens qui souffrent n'ont pas vraiment de raison de souffrir si on a les moyens de leur ôter la souffrance. Mais voyons où ça va aller. À quel moment on dira non, quoi, ça. Non mais je sais pas, ça me fait penser à une lettre de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot s'est très énervée sur la lettre de Macron, parce que justement elle parle pas des animaux. Mais moi je trouve un dog allemand dans une cabine de 747, moi je trouve ça très bien, c'est sympathique. Enfin, le passager qui était à côté, ça pose un problème. Dans tous les cas... les passagers qui étaient à côté, ça posait un problème. Patrick Mignon, je dois vous dire que vous m'avez scotché parce que j'ai été béat sur cette histoire de chien de support que je connaissais, mais le dog allemand, je ne savais pas. Et surtout, le triple saut périlleux. Pour revenir sur l'histoire du cannabis thérapeutique, je dois vous dire qu'intellectuellement, c'est très, très fort. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Je ne sais pas ce qu'il va me demander. Moi aussi démasqué. Il n'empêche que c'était très fort. C'était un bon pont qui était fait. Ça volait très haut. Bien sûr, dans le 747, voilà. bien sûr. Bien entendu. On est très en forme. Très en forme. Je voulais vous remercier d'ailleurs d'avoir participé à ce débat. Bien sûr, nous n'allons pas faire 20 minutes sur le cannabis thérapeutique, d'autant plus. Et je pense que c'est peut-être le fait... votre opinion va peut-être dire ce que pensent les Français. Et que ça passera comme une lettre à la poste, si je puis dire, cette avancée pour que Jean-Paul n'ait pas à aller faire son shopping à Barbès, mais reste bien au Perché à Montmartre. Voilà, merci beaucoup de votre participation. Merci de votre première fois, Patrick Mignon. J'espère qu'on vous reverra. Dans tous les cas, je vous réinviterai. Et puis, voilà, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle émission de Tête à Clash. Et encore une fois, portez-vous bien. Bonne année 2019. À bientôt donc.